soir. Alors, je vais vous faire une demande. J'ai l'impression de me retrouver à HEC avec les élèves tout à fait au fond de la salle. Et comme on le voit, est-ce que vous pourriez vous rapprocher un peu pour créer un peu une communauté, s'il vous plaît? Sauf ceux qui doivent partir, parce que... Donc, s'il vous plaît, essayez de venir recréer un peu plus une communauté. Parce que pour un intervenant, c'est quand même assez dur de voir tout le monde au fond, hein, et comme pour un prof. Alors, juste une petite remarque. Plus de 35 ans dans les grandes écoles. Hein, après un premier doctorat à Aix, en Provence, j'ai été à l'ESSEC. Et puis j'ai trahi cette belle école que j'adore, en fait, pour aller rejoindre HEC en 90. Et je suis resté plus de 27 ans, effectivement, à HEC. Je suis aujourd'hui en retraite. Un émérite ne veut rien dire il ne le donne pas à tout le monde. Et puis je suis par ailleurs président de la GRH, qui est l'association francophone de gestion des ressources humaines. 1000 enseignants-chercheurs venant de France, mais on en a un bon tiers sur les 1000 qui ne sont pas des Français, mais qui parlent français. Vous voyez, et particulièrement de l'Afrique. Alors, j'ai un quart d'heure, 20 minutes à peine, je tiendrai. Le chronomètre est parti, là? Ah non, lui, c'est 15. Ah bon, oui. Bon, bref, c'est pas très grave. Voilà, donc, voilà. 10 minutes, il me remettra 10. Hein. Ouais, donc voilà. 5. Ouais. Donc je vais essayer de faire une petite synthèse. C'est compliqué, hein. Vous avez vu la richesse des interventions, les tables rondes, etc. Alors, il faut être très modeste. Le premier dessin. Moi, je voudrais d'abord féliciter Human Day. Parce que regardez, ce dessin, c'est quand même extraordinaire. En 1920, c'était l'universel, la panacée. On est plus réaliste en 70, et puis c'est le retour de l'humain. La seule commentaire que je ferai sur le dessin, il faut faire gaffe à la trottinette. Hein, parce que c'est pas forcément la bonne presse, c'est accidentogène, donc il faut se méfier. Hein, mais sinon, c'est quand même la liberté. Premier slide, j'ai 3 ou 4 slides, parce que je suis un prof quand même. Hein. Alors là, c'est un truc sérieux, ce qui vient juste derrière. Le slide, voilà. Je me suis dit, finalement, tout ce qu'on a entendu depuis ce matin, ça te fera plaisir, n'est-ce pas, Bertrand? C'est de dire, finalement, toutes les traces managériales, toutes les histoires qu'on a vues depuis ce matin, c'est bien une évolution. Regardez, on est parti de Taylor. Vous savez, chaque fois que je pose devant des auditoires, j'étais aux 4 coins de la planète et je continue à y être parce que la bonne nouvelle, c'est que j'ai des missions pour HEC en Chine et au Qatar en particulier et même en Jordanie. Et quand je pose la question à un auditoire, qu'est-ce que c'est le Taylorisme? Tout le monde me répond évidemment, c'est Charlie Chaplin dans les temps modernes. Or, je leur dis, ça, c'est pas une innovation taylorienne. Alors, les gens sont un peu surpris. Et quand on leur dit que l'innovation taylorienne, c'est pour la première fois dans le monde industriel la séparation de la conception et de l'exécution, c'est-à-dire la division verticale du travail, vous voyez, on commence... Et ça permet de réinterroger les dernières technologies qu'on a réinterrogées au cours... Donc, vous voyez, il y a des choses, on a commencé à organiser avec des noms célèbres. Fayol, il ne faut pas l'oublier, c'est quand même le premier grand théoricien du management moderne. Il ne faut pas l'oublier, c'est un théoricien du management, l'autre c'est un théoricien de l'organisation. Ensuite, on est passé par les fameux Maslow, etc. On est remonté, vous voyez, par des gens qu'on oublie un peu trop. Et Dieu sait que ce qu'on a évoqué aujourd'hui, on a beaucoup parlé d'environnement. C'était le propos de Chardin, de Thomas ce matin, il a commencé par parler de ce qui changeait dans l'environnement. Vous voyez, vous vous rappelez les défis de l'environnement, ceux qui étaient là. Eh bien, correspond très bien au coin en haut et à droite, c'est-à-dire la question de l'adaptation. C'est une école de pensée où on a dit l'entreprise doit se transformer en fonction de l'environnement. Tout le monde parle d'agilité. Ma collègue de Joux, là, tout à l'heure, parlait d'agilité. Ce n'est rien d'autre que de l'organisation organique de Birds et Stalker. Vous voyez, c'est ça. Et puis on est redescendu vers l'humain, en quelque sorte. Si vous voulez, plus on va vers le bas, plus on est vers l'humain, plus on est vers le haut, plus on est vers l'organisation rationnelle. Quoi. Bon, et on a des gens, et vous voyez, il y a même un nom de Senge, et j'en profite pour dire qu'il va y avoir un livre auquel j'ai un peu contribué, qui va sortir dans 10 jours, sur l'intelligence collective. Et pourquoi eh bien, l'auteur, parce que l'auteur est dans la salle, je n'ai rien écrit, hein, simplement je lui ai donné, on a beaucoup discuté, une trentaine au moins d'échanges longs, eh bien, elle prend appui sur Senge, et je pense que c'est un bon auteur. Vous voyez alors Nayar, juste un nom sur Nayar. Vinit Nayar est l'auteur, évidemment, que vous connaissez sans doute, de Employé d'abord, client ensuite. Il sera à Paris le 2 octobre, de nouveau. Donc, si vous voulez, quand il dit Employé d'abord, client ensuite, en 2010, il ne disait rien d'autre, il ne mettait rien d'autre en avant ce qu'est la symétrie des attentions, ce qu'on a évoqué toute l'autre, celui qui vient,
Pour moi, c'est des problèmes de culture. Tout le monde en a parlé. Quasiment tous les intervenants ont insisté sur cette dimension culturelle. Je prends un vieux modèle. Je l'aime bien parce qu'il résume un peu les transformations de nos organisations et ce qu'on a vécu aujourd'hui, et y compris d'ailleurs les dernières entreprises qui étaient sur la dernière table ronde. C'est très intéressant parce qu'on a tous des règles. On est tous fondés sur des règles. L'absence de règles peut être, vous voyez, très dangereuse. On n'imagine pas une organisation qui grandit sans règles. Ensuite, on est passé par une phase qu'on appelle le clan. Le clan, c'est l'entreprise familiale. Vous en avez beaucoup dans le Nord, beaucoup de grands noms. Pour moi, c'est des entreprises à tendance clanique. Mais le clan a de très bons côtés. Le problème du clan, c'est quand il est trop fermé. Alors, dans les années 90-2000, on a basculé vers la performance et les systèmes RH, rappelez-vous, ont été dominés par la performance, l'individualisation à outrance, etc. et d'autres. Donc ça, c'est la culture marché. Et évidemment, le rêve de beaucoup d'entreprises, c'est de devenir des entreprises innovantes. C'est l'adocratie de Mintzberg, c'est tout. Et en fait, une vraie entreprise, si vous regardez la vôtre, c'est un mélange des quatre. La vraie question, c'est où est votre point d'équilibre ? Et les réponses ne sont pas les mêmes. Je dirais qu'en fonction de nos histoires, nous avons des cheminements très différents. D'accord ? Mais l'enjeu, c'est quand même d'aller un peu plus sur l'innovation là-haut. Le dernier, que tu connais, Bertrand aussi, c'est de dire les RH. Les RH, c'est quand même une longue histoire. Quand je présente ce slide très souvent à des publics de managers là, aux quatre coins de la planète, je leur dis « Qu'est-ce que c'est pour vous la fonction RH ?» Ils me répondent « C'est toujours administratif. » Et juridique, quoi. C'est ça, c'est les deux étages d'en bas. Sauf que cette fonction, ce domaine, a quand même eu des évolutions, heureusement, qui ont été marquées par des... Par exemple, celle du milieu gestionnaire, les outils existent. Nous avons eu des outils dans la fonction RH. Et d'ailleurs, l'AGRH, la propre association que j'ai créée, en fait, j'ai été un des profs qui l'a créée en 89, et ils m'ont donné la présidence 30 ans après. Cette association a été le signe d'une science de gestion qui devenait mature. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Science de gestion, ça veut dire qu'il s'autonomise du droit, de la psychologie du travail, etc. Et donc, on a, avec les outils, de bonnes nouvelles. Après, je les ai mis en rouge, parce que c'est peut-être un rêve ou c'est peut-être un leurre dans beaucoup d'entreprises stratégiques. Tu as raison, il y a 32 ans, j'ai écrit le premier bouquin sur la dimension stratégique. 32 ans après, je m'aperçois qu'on est encore très loin du compte. Parce que cette notion de business partner, que je déteste, je l'ai quand même mis, a été galvaudée. On est devenu, dans beaucoup de RH, des béni oui-oui du business. Et on est partenaire. Pour moi, excusez-moi, c'est du bullshit. Vous voyez ce que je veux dire ? On n'est pas partenaire du tout. Un vrai partenaire, on le respecte. Et ce n'est pas le cas dans un certain nombre de cas. Après, il y a cette question d'innovation, et je suis persuadé que dans le domaine RH, nous avons des possibilités extraordinaires, et on l'a vu dans le cas des entreprises d'aujourd'hui, avec des innovations qui touchent au business, parce que le lien qu'il faut absolument faire, et cette fonction, elle a été trop marquée par sa tour d'ivoire, c'est de lier ce que nous avons sur le plan du capital humain, avec les enjeux du business. Et nous avons des entreprises, des PME, et plus d'ailleurs des entreprises petites et moyennes que des grandes, qui trouvent des solutions avec leur capital humain. Donc de l'innovation. On a beaucoup parlé évidemment de marketing. Alors là, ça a été le mot-clé. Vous allez le voir dans le slide suivant. Dans le marketing, pour moi, c'est évident, sauf qu'il faut faire gaffe avec le marketing. On a beaucoup parlé de marque employeur, et ce qui m'a effectivement très intéressé, je ne sais pas si ceux qui étaient là toute la journée, c'est de voir qu'on a évolué de marque employeur à expérience collaborateur. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a une translation, c'est d'ailleurs un peu le thème. Pour moi, la notion de marque employeur, elle est évidemment fondamentale. Dans des pays, par exemple, comme la Chine, quand des entreprises françaises, pour en avoir discuté très souvent avec des DRH en Asie ou des DRH internationaux, c'est très important de se faire reconnaître. Le vrai problème, c'est que cette marque, ce qu'on vend à des jeunes Chinois, des jeunes talents chinois, soit évidemment perçu. Et l'une des interventions parlait de la question du développement. Les Chinois, en 2008, j'avais fait une étude avec 27 entreprises entre Pékin et Shanghai. Eh bien, au moment des Jeux Olympiques, vous vous souvenez, c'était juste après les Jeux Olympiques, eh bien, me disait que le point clé pour attirer et retenir les talents, c'était précisément le développement. Parce que ces entreprises investissaient et créaient pour la première fois des universités d'entreprise en Chine. Je ne sais pas si vous voyez, des universités locales. Alors que normalement, le concept d'une université d'entreprise est un peu plus central, on va dire. Vous voyez, c'est là où on a eu des mouvements. Puis le dernier, incubateur. Pourquoi je mets incubateur ? Parce que,
et c'est l'exemple juste après, tiens, tu peux le marquer. Oui, une dernière chose, les managers, les partages des RH, c'est les managers. Alors moi, cette histoire de marque employeur, pour moi, ce n'est pas une affaire de RH. La RH peut impulser, tout ça, mais c'est les managers au quotidien qui font de la marque employeur, c'est-à-dire de l'expérience collaborateur. J'en ai ras-le-bol de voir cette histoire de marque employeur dans un certain nombre. Je veux dire, l'apanage de la RH, c'est le truc de la RH. C'est pas un truc de RH, c'est un truc de management. Et c'est pour ça que j'aime bien l'évolution de la journée. On a parlé de RH, on a parlé de management, hein, et on a parlé de l'évolution du travail dans la dernière. Et ça, c'est à mon sens fondamental. Parce que quand on a parlé de travail, on a parlé d'organisation. Et pour moi, les RH sont quand même là, un peu impactés. Et voilà. Donc, on peut passer au dernier. Je voulais vous parler évidemment de mon fétiche. Il faudrait descendre. Excusez-moi, descendez tout. C'est pas grave. Juste, ce gars-là là, qui va venir le 2 octobre, j'ai découvert son bouquin. En 2010, j'étais en Inde, je terminais à 4 jours avec une entreprise archi-bureaucratique. Et je vois, il venait de sortir chez Harvard, je vois un livre en pile, Employees First, Customers Second. J'ai dit, mais quel est le fou qui a écrit ce bouquin? Je veux dire, c'est bizarre d'avoir un titre comme ça. Quand je l'ai lu dans l'avion du retour, je peux vous assurer que j'ai dit, ce gars-là, il a une vraie vision. Parce que tout à l'heure, Pitley a parlé à un moment d'inversion de la pyramide. Vous vous souvenez quand il a... Eh bien, ce gars-là, on peut penser ce qu'on veut de Nayar et de HCL aujourd'hui, mais a été à même d'inverser véritablement la pyramide. Il y a, vous voyez ce que c'est marqué au milieu, mais il y a confiance et transparence. Ce mot de confiance, je ne l'ai pas assez entendu aujourd'hui. Et heureusement que j'ai eu quelques intervenants cet après-midi, parce que pour moi, c'est central. Comment peut-on faire croire à des gens qu'on a une marque employeur crédible si ce n'est pas vécu? Vous voyez, si c'est cette expérience qui va créer la confiance. Hein. Et certaines entreprises affichent des discours et dans la réalité, on s'aperçoit que ce n'est pas exactement ce qu'on vit. Alors, juste dernière chose, M. Nayar a quitté son entreprise pour une raison sérieuse, personnelle. Il est malade, on va dire, pour dire les choses clairement, mais il continue à être très actif, il continue à faire des... Et ce monsieur, aujourd'hui, dirige une fondation qu'il a fondée avec sa femme, qui s'appelle la Sam Park Foundation, qui fait l'éducation de millions d'élèves indiens. Il en est à presque 8 millions aujourd'hui, en maths et en anglais. 2 compétences de base, avec une innovation frugale, qui est une espèce de boîte dans laquelle tous ces cours sont préenregistrés. Et il ne travaille pas avec les élèves, il travaille avec les profs. Donc le concept d'employé d'abord, client ensuite, s'applique aux profs. Il a touché aujourd'hui 120 000 écoles et son projet, c'est d'aller beaucoup plus loin. Alors, on va revenir au dessin, parce que c'est quand même marrant, c'est surtout ça qui... Alors, pour revenir sur ce qui a été raconté, moi, j'ai trouvé... Alors, c'est Parlons RH, Thomas. Moi, j'aime bien ce truc, le RH qui est vraiment imposant par rapport au CEO. D'ailleurs, j'ai sorti un petit papier dans Entreprise et Carrière sur un bouquin que tu as sans doute vu de Harvard l'année dernière, qui est le trio de tête. Hein, c'est ce qu'on appelle le trio, le G3. Et dans le G3, devinez, il y a le CEO, évidemment, il y a le finance, le directeur financier, et on met le RH. Donc, la vision de Ram Charan, c'est de dire, en fait, l'entreprise devrait être dirigée par ce fameux G3. Là, on n'a pas le finance, mais on est mieux que... On passe au suivant. Alors, évidemment, on a parlé de capital humain. Le suivant. Hop, voilà. Le suivant, c'est l'organigramme de l'entreprise. Hein, l'homme est au centre, mais, ce que j'adore, mais un peu au-dessus. Je suis content parce qu'avec tout ce qu'on a entendu sur les technologies, etc., qu'est-ce qui reste au bout du bout? Et cette histoire d'intelligence artificielle qu'on a un peu abordée avec Cécile et d'autres, en fait, les technologies vont certainement prendre énormément d'activités, et on a dit des activités de base, répétitives, etc. Qu'est-ce qui va rester? Il va rester la relation. Et j'aime bien cette transformation du mot ressources humaines en relations humaines. D'ailleurs, la FNEJ, tout à l'heure, la FNEJ qui est la Fondation nationale pour l'enseignement de la gestion, j'y travaille à temps partiel, pro bono aujourd'hui, pour aider un copain qui en est le directeur général. Eh bien, la FNEJ avait fait une conférence, il était peut-être présent, au secours, les relations humaines reviennent. C'était en 2006 ou 2007, j'ai trouvé ça génial comme titre. Parce que la vraie solution qu'on aura, et nous les RH, on est directement impactés, c'est cette dimension de la relation qui va. Donc j'aime bien voir les robots et les ordinateurs en bas. Ensuite, s'il vous plaît. Alors après, hop, c'est vrai qu'on a... Alors, on a beaucoup parlé de ça. Hein. Ce qui est quand même frappant, c'est que, évidemment, on a dit nos jeunes générations savent tout sur tout. Ça, c'est clair.
Hein, elles ont complètement googlisé, même le gars ou la personne qu'elle va... Il y a Glassdoor qui nous informe. Je vous signale que je participe aussi à un événement. Là, j'ai été un des co-créateurs d'un événement à Paris qui s'appelle Net Explorateur, qui est un gros truc sur le digital. L'une des innovations en 2010 qu'on a de l'Afrique du Sud, c'était getagridboss.com. C'était la première fois qu'on avait des évaluations un peu organisées des patrons, des managers. Eh bien, quand vous avez un outil comme ça, vous voyez, c'est du TripAdvisor. Hein, c'est ce qu'on disait dans certaines interventions. Alors, j'ai l'impression que c'est moi qui vous recrute. Vous n'avez pas tort. Hein, c'est vrai que les RH, maintenant, peuvent se sentir quelquefois, les RH ou les managers. Suivante. Hop. Attends, montre. Allez. Alors, c'est vrai c'était la table ronde, vous voyez, la première, Kiloutou, Yagou, etc. Hein. Alors, tu ne mets que de la marque, pour exemple, c'est pour le boulot. Ben oui, on va dire, on a eu le sentiment lors de la table ronde, j'avais pris quelques notes, attendez, rapide. Ben, évidemment, quand on a, par exemple, vous savez, le recrutement, vous vous souvenez, c'est la table ronde, on a parlé de recrutement collaboratif. C'est quand même incroyable d'avoir cette pratique. Et j'ai dit, d'ailleurs, je suis intervenu pour dire qu'il y avait une entreprise aussi en Inde, pas très loin d'ailleurs de HCL, à Delhi, qui est à Bombay, pardon, qui est à Bombay. Et en fait, cette entreprise fait du recrutement collaboratif. Ce sont les équipes qui recrutent leurs managers. Après sélection, quand même, les RH ont quand même un rôle de filtre, quand même. Elles jouent un rôle, mais après, ce sont les collaborateurs. Ensuite, on passe rapidement, parce que je vois qu'il me reste plus 5 minutes. Alors, vous vous souvenez, alors ça a été Cécile, vous avez vu ma collègue du CNAM, elle est archi brillante. Hein, elle est membre de notre association. Et Cécile, vous avez vu ce qu'elle nous a dit. Elle nous a parlé de talent. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, vous vous souvenez, elle a fait la différence entre talent et compétence. Vous vous souvenez de ce qu'elle disait, hein? Elle disait, finalement, la compétence, c'est un petit peu l'ancienne école, pour résumer. Et puis, la gestion des talents donne beaucoup plus l'accent sur l'autonomie, la responsabilité, le parcours un peu individualisé, effectivement. Mais il y a quand même l'IA. Alors, la question, je ne sais pas, moi, j'ai compris que c'était plus ou moins un robot, etc. Et évidemment, un robot. D'ailleurs, l'une des intervenantes ce matin montrait le cas de L'Oréal qui avait licencié le robot recruteur. Mais pour moi, c'est juste une grosse plaisanterie. Que l'IA permette à faire des sélections fines sur des grands nombres de dossiers. C'est pour ça que tout à l'heure, je parlais de l'analyse des textes, des verbatim. C'est très important. Si vous rédigez des textes en verbatim, c'est très compliqué de les analyser. Et là, l'IA peut être utile. On va passer rapidement au suivant. Alors là, évidemment, nous allons vous implanter un logiciel plus puissant. Rassurez-vous, c'est lui qui va le faire. Là aussi, c'est l'impact des technologies de l'IA. Hein, j'espère qu'on ne va jamais rentrer dans un rôle. Hein. Je crois qu'il va falloir qu'on se révolte. Et là, les RH ont quand même un rôle. Hein. Il faut quand même arrêter de dire que toutes les bonnes décisions sont prises par les autres. Hein. Quand je dis d'ailleurs que les RH sont stratégiques, je disais déjà en 88 que le seul rôle qui est important quand une RH stratégie, c'est un rôle d'influence. D'influence des décideurs business. Donc il faut comprendre le business, quoi. Il faut être un peu au cœur du business. Et dans le livre de 2014 qui avait été préfacé par Muriel Pénicaud, que je connais très bien, eh bien avec son beau-frère, il se trouve que c'est son beau-frère qui était le DRH de BIC, on avait publié ce bouquin, on avait fait une étude dans les entreprises du CAC 40, et la question à l'époque, c'était pourquoi il y a autant de DRH du CAC 40 qui sont nommés venant du business, qui ne sont pas des RH de profession. Vous voyez ce que je veux dire? Et la réponse, c'était parce que les DRH précédents, les DRH professionnels, ne connaissent pas le business ou ne veulent pas s'y impliquer. C'est quand même intéressant. Or, la bonne nouvelle, c'est que beaucoup de ces DRH non professionnels sont partis. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il faudrait regarder le nombre de DRH du CAC 40 qui sont je crois que nous avons 15 ou 16 femmes DRH du CAC 40. C'est la fonction, de toute façon, qui a toujours été la plus féminisée. Peut-être la fonction de communication aussi, mais surtout la fonction RH est la plus féminisée du CAC 40, vous voyez, par rapport à d'autres. On est, dépêchez-vous, voilà, là, c'est qu'est-ce que j'ai voulu dire. Ah, très important, moi, Piclet, il me séduit à chaque fois, Didier, là. Vous vous souvenez, là, Didier. Alors, Didier, bon, c'est quand même lui, tu avais dit 15 ans, en fait, c'est plus de 20 ans. La marque employeur, hein. J'ai failli te corriger, mais c'est pas grave. Et Didier, tu as vu ce qu'il a dit? Il nous a parlé de la cohérence discours et acte. Il nous a dit plusieurs fois exemplarité.
C'est archi simple à comprendre. On peut pas, vous voyez, on peut pas comprendre. Je veux dire, cette marque employeur, elle ne peut se ancrer que si c'est vraiment visible. C'est pour ça que je fais un lien très fort entre marque employeur et expérience collaborateur. La prochaine, pardon, excusez-moi. Oui, alors, bon, on est arrivé, là, on arrive vers la fin hein, quand même. Il me reste 1 minute 28. Évidemment, on a commencé à parler du travail, c'était plutôt la dernière séquence. Vous vous souvenez il est parti, de notre ami qui était à l'instant de Bertrand. Bertrand, finalement, nous a parlé d'un certain nombre d'entreprises, et vous vous souvenez que les entreprises, il nous a quand même cité, c'est pas lui qui avait cité Jiffy, hein, mais il nous a cité une entreprise française, j'ai oublié, je devrais la noter, puis il nous a cité des entreprises de la Silicon Valley. Alors là, la question c'est est-ce qu'on peut faire le siège d'Apple? Moi je dis bien sûr, n'importe où. Enfin, je veux dire, il faut arrêter de croire que les modèles managériaux, on les invente uniquement dans la Silicon Valley. Je peux vous assurer qu'il y a des régions du monde, hein, au Maroc, je connais quelques entreprises qui ont des formes de management absolument incroyables, même pas forcément des très grandes. En Inde, je veux dire, on est quand même dans des milieux culturels qui ne sont pas faciles à faire bouger, et on les a fait bouger. Peut-être c'est bientôt la fin. Ah oui, ça il est parti, je crois. Il n'y a plus personne. Patrick Bouvard, là, de RH Info, mon copain Patrick, qui nous parle du télétravail. Alors vous avez vu la liste de tous les avantages qu'il nous a donnés, quoi. Je pourrais presque les lister, mais c'était extraordinaire. D'où ta question importante. Il a posé la question, quels sont les inconvénients? Et pour moi, j'en vois un certain nombre. D'ailleurs, dans une chaire que j'ai eue à HSC sur le nomadisme, parce que j'ai oublié de dire, toutes ces histoires de technologie, il y a quelque chose qui me paraît essentiel. On dit aujourd'hui révolution digitale, mélange des temps personnels, etc. Ce n'est pas la révolution digitale elle n'a fait qu'accélérer un mouvement qui a débuté avec les premiers outils nomades. Et il se trouve qu'à l'époque, en 2002, le directeur général d'HSC, Ramanansou, on l'appelait Ramanansou, m'a proposé de diriger une chaire sur le nomadisme. Et la question que j'ai posée avec cette chaire, c'est quel est l'impact de tous nos outils nomades, nouveaux outils nomades. Et rappelez-vous, le BlackBerry, ceux qui s'en souviennent, c'est un truc qui avait un vrai clavier. Vous voyez? Eh bien, le BlackBerry, vous savez quelle a été la révolution managériale du BlackBerry? C'est la première fois qu'on avait les mails dans sa poche, sans qu'on les demande. C'était une technologie qu'on appelle push. Maintenant, tous les iPhones et tous les Samsung ont la même technologie. Mais c'était révolutionnaire. Et devant le PDG à l'époque, le président de BlackBerry, là, je ne sais plus, de RIM, sur Radio Classique, je lui ai dit c'est l'outil le plus merveilleux, mais le plus pervers que je connaisse. Il n'a pas aimé le mot pervers. Il m'a dit, mais pourquoi vous dites pervers? Alors, il y avait Alors, je lui ai dit, écoutez, calmez-vous. Je lui ai dit, vous donnez un outil, vous me installez un outil dans des entreprises qui n'ont absolument pas fait la maturité managériale. Parce qu'un manager autocrate, évidemment, ce manager autocrate, il va développer son autocratie avec un outil qui lui permet d'envoyer des mails à n'importe quelle heure et exiger une réponse rapide. N'oubliez pas que le nomadisme, l'un des effets les plus pervers du nomadisme, ça a été l'absence de réflexion dans les décisions. On n'a plus le temps de réfléchir. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Donc, ces outils nomades, pour moi, c'est la première vraie révolution. Et n'oubliez pas aussi que les outils nomades, il y a une autre chose que j'avais observée quand on a fait les travaux avec un copain de Dauphine, c'est la première fois que les collaborateurs arrivaient avec leurs propres outils. Je ne sais pas si vous voyez ce que ça veut dire. Les entreprises à l'époque étaient complètement perturbées parce qu'ils arrivaient avec leur premier smartphone. Bien avant l'iPhone, tout le monde dit que l'iPhone est le premier smartphone, c'est complètement faux. Il y en avait déjà au début des années 2000. J'avais même moi-même un HP en 2001, le premier HP qui travaillait plus ou moins sous Windows ou un truc. Donc, téléconférence, moi, ça rappelle la pub, vous vous souvenez de cette pub hein, où tout est digitalisé, et puis là quelqu'un est sur le trône, et sa femme lui dit, tu veux, et il passe un iPad avec, vous savez, c'était cette pub, hein, parce qu'il se foutait de sa femme en disant, ouais, tu fais tout en papier, etc., etc. Donc il faut quand même se méfier. Ça va être quasiment terminé. Vas-y, là. Ouais, alors je ne sais plus pourquoi j'ai choisi celui-là, c'était vers la fin. Bah oui, c'est Alain qui nous dit il faut le travail. On peut même dans les pompes funèbres dire que c'est une très bonne maison. On peut avoir fier, on peut avoir une très belle marque comme. Ah, c'était peut-être la symétrie, je l'ai un peu oublié là vers la fin. Bon voilà, donc on peut même dans un contexte qui n'est pas forcément fun, trouver du plaisir et avoir une bonne maison. On va tout à fait terminer là maintenant.
Oui, bah, c'était la dernière table ronde. Bah, moi, j'ai senti quand même que dans les entreprises, c'est quand même extraordinaire. Il y a quelqu'un qui nous a dit 700 mètres carrés de salle de repos. Il y en a d'autres qui nous ont... Vous voyez ce que je veux dire? On a entendu des trucs très intéressants. Je tiens à dire, je l'ai dit tout à l'heure, que SAS Institute, là, le DRH de SAS France, SAS est le modèle de Google et pas l'inverse. Tout le monde dit que Google, évidemment, a inventé tout ça. C'est complètement faux. Tout comme Google n'a jamais inventé le 5e jour. Vous savez, leurs 20% où les gens font ce qu'ils veulent. Des tas de startups, y compris celle de Luc Julia, donc, que vous connaissez sans doute parce qu'il a écrit ce bouquin en début d'année, c'est un copain depuis 20 ans, il a écrit le bouquin « L'intelligence artificielle n'existe pas ». C'est le fameux, je ne sais pas si vous avez eu ce bouquin, vous l'avez peut-être vu en début d'année. Eh bien, lui, ces startups, il faisait du 20% bien avant Google, hein, parce que ça fait près de 35 ans qu'il est dans la Silicon Valley. Voilà, je termine. Voilà, il s'est payé un peu de ma tête. Là, il l'avait fait même avant, il a pris une photo. Et ouais, bah, c'est un peu... Oui, c'est vrai. Alors, je ne sais pas si c'est le marketing qui vont bouffer le RH ou le RH qui vont être indigestes. Moi, je ne sais pas. J'aurais tendance à dire, non, la vraie solution, je pense que c'est plutôt une alliance. Je veux dire, effectivement, il faut utiliser des concepts de marketing, c'est souvent ce que je dis. Le concept d'ailleurs de diversité, si vous réfléchissez, c'est ni plus ni moins de la segmentation en marketing. Et la question qu'il faut poser, c'est est-ce qu'il faut produire des services RH adaptés au segment, comme l'on le ferait pour le client? Le risque qu'on a, c'est ce qui a été écrit dans un livre il y a quelques années qui est paru chez Harvard, The Workforce of One, c'est arriver à satisfaire l'individu au niveau de l'unité. Le vrai problème, quand vous arrivez à cet extrême-là, qu'est-ce que vous faites du collectif? Voyez? Et donc, on a un risque, évidemment, à force de segmenter, de se retrouver avec une population éclatée. Donc voilà, c'était quelques mots de conclusion. J'espère que ça a repris ceux qui étaient là, ont retrouvé un peu... voilà, et puis j'ai trouvé marrant d'utiliser les dessins. Voilà, merci. Merci beaucoup. Et en plus, améliorer de vos convictions et de votre engagement. Merci.